T'es la première avocate que je reçois sur le podcast et ça me fait vraiment plaisir que ça soit toi. Je vais pas lui dire: «Ah bah tiens, tu crées ta holding». Ouais, tu lui colles pas un schéma tout fait comme ça peut se faire ailleurs, mais toi tu fais vraiment du sur-mesure. Ah oui, dormir sur ses 2 oreilles, ça n'a pas de prix. Je vois beaucoup, parfois des clients qui viennent me voir: «Oui, j'ai vu une vidéo sur YouTube, on peut créer sa société aux îles Caïmans». Non, nous, on engage notre responsabilité et quand je donne un conseil, je mouille le maillot, donc je suis sûre de ce que je dis. Beaucoup en ce moment me disent, moi je vais créer ma boîte à Dubaï. Là, franchement, malheureusement, c'est des situations que je vois assez fréquemment et c'est très dangereux. C'est pas parce qu'on a créé une société à l'étranger que l'administration fiscale française ne sera pas en droit d'exiger le paiement des impôts liés au chiffre d'affaires généré à l'étranger. Au pire, je prends le risque le jour où je me fais prendre de payer 1 500 € d'amende, mais les conséquences peuvent être plus grandes. Et il y a beaucoup de contrôle là-dessus. Il faut être vraiment très vigilant sur les fonds, les sociétés dans lesquelles on réinvestit pour être sûr qu'elles sont éligibles aux 150 OBTR. Et souvent, quand on a un avantage fiscal à l'entrée, on va le perdre à la sortie. Il y a un moment, les chefs d'entreprise, en fait, ils savent plus où donner de la tête pour optimiser leurs opérations. Oui, j'ai mon business angel qui a fait ça, ou mon oncle qui a fait ce montage, donc moi je vais faire pareil. C'est assez simple, le maître, on fait juste... Ah bah non, ça c'est très dangereux de faire ça et je ne conseille sûrement pas. Bonjour à tous et bienvenue dans Equity Conversation. Aujourd'hui, nouvel épisode, nous allons parler fiscalité avec Nadine Boumidi, qui est avocate au barreau de Paris, avec qui j'ai l'habitude de travailler au quotidien sur toutes les transactions M&A que je réalise au cabinet, sur les problématiques de fiscalité. Vous allez le voir, on va vous délivrer avec Nadine une masterclass sur la fiscalité des transactions d'entreprise. J'espère que ça va vous plaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On est à votre disposition pour vous apporter de la valeur. On se retrouve tout de suite avec Nadine pour évoquer avec elle la fiscalité des transactions d'entreprise. Salut Nadine. Salut Louis. Merci d'être venu aujourd'hui tourner un épisode avec moi pour ce podcast Equity Conversation. C'était vraiment important pour moi qu'on le fasse ensemble. D'abord, tu es la première avocate que je reçois sur le podcast. Je te remercie. Et ça me fait vraiment plaisir que ça soit toi. Et pourquoi tu es la première avocate avec qui on tourne un épisode d'Equity Conversation? Parce que dans les sujets qu'on traite ici, tout ce qui est opération de private equity, opération de M&A, il y a toujours une question centrale qui revient, c'est la question de la fiscalité. Tu es avocate fiscaliste, on travaille ensemble, j'ai envie de te dire, depuis toujours, puisque dès que j'ai créé mon cabinet d'avocat, tu as créé le tien également en même temps. Et sur toutes les opérations qu'on a eu la chance de travailler ensemble, la chance de traiter au sein de Soris Avocat, j'ai toujours fait appel à toi pour les conseils fiscaux. Tu as un parcours super inspirant et intéressant. Comme moi, tu as créé ton cabinet assez jeune et j'aimerais bien qu'on parle à la fois de ton parcours en tant qu'avocate, des sujets que tu adresses avec tes clients au quotidien et surtout qu'on donne aux personnes qui nous écoutent une super masterclass en fiscalité. Les personnes qui nous écoutent auront beaucoup de chance parce que finalement, ils vont avoir, je pense, ici, les débuts d'une consultation juridique en fiscalité qui vont pouvoir beaucoup les aider pour leurs opérations futures. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as créé aussi jeune, à 27 ans, ton cabinet d'avocat en fiscalité, matière dans laquelle, souvent, quand on parle de fiscalité, on a envie de voir un avocat, et pas forcément une avocate, avec 30 ans d'expérience, et on est rassuré par la grosse structure dans lesquelles tu as d'ailleurs travaillé, dans les gros cabinets d'avocats qui vont donner une signature et donner une expérience et une consultation qu'on va payer très cher pour pouvoir rassurer les clients. Donc comment, en 27 ans, tu te dis moi je vais créer ma boutique et je vais apporter la même valeur que j'apportais dans les gros cabinets dans lesquels je travaillais? Déjà, je te remercie pour l'invitation. Je suis ravie de partager mon expérience en tant qu'avocate fiscaliste. Et puis, on va parler un peu plus de fiscalité dans le secteur de la transaction. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que moi, en réalité, il faut savoir que j'ai fini mon Master 2 en droit fiscal. Donc, moi, j'ai une formation pure et dure en fiscalité. C'est mon cœur de métier. C'est vrai que c'est une matière assez complexe, technique et qui évolue beaucoup. Et donc, je pense que c'est très important de la pratiquer régulièrement pour être bon dans ce qu'on fait. Et du coup, moi, après mon Master 2, finalement, et même avant, j'ai eu énormément d'expérience
dans des petits cabinets d'avocats à taille humaine, dans des cabinets parisiens de premier plan, dans des PME multinationales. Et finalement, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs types de structures. Et je me suis, même si forcément dans mon environnement, je ne viens pas d'un environnement avec des entrepreneurs. Voilà, ma mère, elle est diplomate, mon père ingénieur. J'avais envie de pouvoir pratiquer mon métier qui me passionne avec liberté, indépendance. C'est vrai que même si c'est des qualités qui sont pourtant inhérentes à notre profession, quand on est avocat, c'est pas évident de donner du conseil libre et indépendant quand on travaille dans une structure. Et j'avais envie de pas forcément répliquer des schémas standardisés. J'avais envie de faire confiance à mes compétences, à ma vision de la pratique. Et du coup, je me suis sentie capable et je me suis faite confiance pour me mettre à mon compte et plus tard créer mon cabinet il y a de ça 4 ans. Du coup, pour faire preuve de pédagogie, parler finalement d'égal à égal aux chefs d'entreprise auxquels je m'adresse, même si dans ma clientèle, je n'ai pas forcément que des chefs d'entreprise, mais c'est quand même une grande partie de la clientèle de mon cabinet. Et voilà, donc j'ai essayé de mettre à profit toutes les expériences que j'ai acquises. Je pense que c'est important aussi de faire ses armes avant de se lancer. Ouais. Mais il ne faut pas forcément se brider. Il n'y a pas d'âge pour créer son cabinet. C'est vrai que ce n'est pas un projet professionnel, c'est une véritable volonté d'entreprendre. Donc il faut être à l'aise avec d'autres skills qu'on n'apprend pas forcément à l'école d'avocat. Tu le sais très bien, c'est quelque chose qu'on apprend un peu sur le terrain soi-même et c'est parfois très instinctif. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout cette décision et en tout cas, ça me permet vraiment d'être en phase avec ma vision et pouvoir apporter du conseil technique. Haute valeur ajoutée, tout en faisant preuve de pédagogie, comme tu le sais, sur les dossiers qu'on traite ensemble. Moi, j'utilise beaucoup le legal design, des schémas pour rendre intelligible l'information, faire preuve de pédagogie et être certaine que mes clients aient compris toutes les implications fiscales avant de se lancer sur une opération. Et du coup, pourquoi la fiscalité ? Parce que quand tu fais tes études de droit, tu choisis directement la fiscalité. Pour toi, quelles sont les qualités qu'un bon avocat fiscaliste doit avoir ? Et du coup, comment toi, à un moment, tu t'es dit, en fait, moi, je suis étudiante en droit et c'est la fiscalité que je choisis ? Parce qu'il y a des chiffres, faut savoir bien les manier. Qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement dans la fiscalité ? Alors déjà, c'était la métière où j'étais la meilleure. Donc, je pense que c'est aussi important. C'est ça. Disons qu'instinctivement, j'ai quand même assez rapidement vu que j'étais meilleure en droit fiscal qu'en droit de la famille, par exemple. Et puis, comme tu le disais, c'est une matière qui est très pragmatique, où il y a des chiffres avec des implications concrètes quand on donne un conseil. C'est vrai que quand moi, je fais des simulations ou que je traite un contentieux, les implications, elles sont assez rapides. Donc j'aimais bien le côté un petit peu matheux. Bon, après, ça reste quand même assez... c'est pas non plus... pas avoir fait maths fait non plus pour faire de la fiscalité. Il faut quand même les maîtriser, les chiffres, parce que... Tout à fait. À la fin... et les chiffres ne trompent pas. À la fin, c'est que des chiffres. Exactement, c'est ça. Et puis, j'aime bien aussi, en tout cas, c'est une matière où il faut quand même prendre des responsabilités. Les enjeux sont importants et c'est quelque chose, moi, que j'aime bien. Prendre des responsabilités, guider vers tel schéma, tel régime. Il faut aussi faire preuve d'agilité intellectuelle parce que c'est une matière où, avec des implications, par exemple en droit de succession, en droit des affaires. Donc finalement, c'était assez naturel pour moi de me diriger vers la fiscalité. Bon, j'ai aussi fait un bac scientifique. J'ai aussi démarré par des études de médecine que je n'ai pas poursuivies aux grandes dames de mes parents. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc j'avais plutôt un profil, disons, plus scientifique que littéraire, quoique il faut quand même savoir rédiger, notamment quand on est écrit à l'administration fiscale pour faire entrer des situations dans des cases. Et ça a quand même son importance, mais voilà.
Complètement. Tu parlais tout à l'heure de l'indépendance que tu as aujourd'hui en étant patronne de ton propre cabinet d'avocat. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, cette indépendance pour toi, dans ton exercice au quotidien lorsque tu t'adresses à tes clients par rapport à des grosses structures dans lesquelles tu étais? Alors, l'indépendance, c'est que ça me permet de gérer, en fait, donc déjà de choisir les dossiers sur lesquels je souhaite travailler et aussi de pouvoir aborder un dossier avec ma vision des choses. Donc, moi, je prends vraiment le temps, en tout cas, au cabinet, quand on reçoit un client, on va pas, je prends l'exemple d'un chef d'entreprise qui souhaite céder sa boîte, je vais pas lui dire, ah bah tiens, tu crées ta holding. Ouais, tu lui colles pas un schéma tout fait comme ça peut se faire ailleurs, Exactement, où en gros, on fonctionne par schéma. Tiens, j'ai déjà fait ce schéma-là, je te le colle à toi, c'est ça. je l'adapte à peu près, mais toi, tu fais vraiment du sur-mesure. Ah oui, voilà, on a vraiment une approche holistique 360. On va vraiment s'intéresser à la vie personnelle du dirigeant, quelles sont ses ambitions. On essaye vraiment de faire correspondre parce que parfois, tu vas optimiser une situation fiscale professionnelle aux dépens de sa situation personnelle où le chef d'entreprise va avoir peut-être un patrimoine professionnel très important, peu liquide, et finalement pas avoir investi, pas avoir transmis à ses enfants. Et donc, on essaye vraiment de sécuriser les choses. Donc moi, je fais de l'optimisation fiscale, c'est sûr, mais on sécurise également la situation fiscale de nos clients. Comme je leur dis, dormir sur ses deux oreilles, ça n'a pas de prix. Donc voilà, le fait d'être indépendante, comme tu le sais, nous, on est avocats, on n'est pas... je vois beaucoup parfois des clients qui viennent me voir, oui, j'ai vu une vidéo sur YouTube, on peut créer sa société aux îles Caïmans. Non, nous, on engage notre responsabilité. Et donc, voilà, moi, je vais vraiment, comme on dit, quand je donne un conseil, je mouille le maillot. Donc, je suis sûre de ce que je dis. J'ai vraiment réfléchi à tous les scénarios possibles et imaginables. Et donc, voilà, je donne mon conseil vraiment en toute indépendance et je ne suis pas liée par telle société pour laquelle je dois suivre une stratégie en particulier. Tiens, d'ailleurs, tu parles d'une anecdote où les clients, de plus en plus, enfin les clients ou les prospects, se renseignent sur Internet. Tu as donné un exemple de quelqu'un qui vient te voir en te disant je veux faire une société aux îles Caïmans, comme ça je ne paierai pas d'impôts. C'est quoi ta réaction à ça? Parce que moi, pareil, j'ai des clients qui me disent pour préparer l'exit ou préparer la cession de ma boîte, je vais ouvrir une boîte au Luxembourg. C'est quoi la réaction à ça? Là, franchement, malheureusement, c'est des situations que je vois assez fréquemment et c'est très dangereux. Déjà, il faut savoir que les risques de contrôle sur ce type d'opération, enfin sur ce type de structuration sont Quasi systématique. Ah bah oui, c'est quasi systématique. Et puis le dirigeant peut aussi engager sa responsabilité pénale, hein. Il faut savoir que par exemple au-dessus de 100 000 euros de redressement ou sur des pénalités pour manœuvres frauduleuses à plus de 80%, pardon, les implications elles sont pas uniquement financières mais elles sont également pénales. Donc il faut faire vraiment très attention. C'est important d'aller consulter des professionnels, un avocat fiscaliste ou son expert comptable de prime abord pour avoir le bon conseil et des personnes qui ont des professionnels qui engagent leurs responsabilités quand elles délivrent un conseil. Pour revenir à ton cas, c'est vrai que moi, j'ai par exemple des jeunes entrepreneurs et pas forcément des jeunes entrepreneurs qui pensent qu'en créant une société à l'étranger, ils vont échapper à l'impôt. Voilà, ils vont créer une structure à Hong Kong. Beaucoup à Dubaï aussi. À Dubaï. Beaucoup en ce moment me disent moi je vais créer ma boîte à Dubaï, c'est Free Zone. Enfin, alors, plus exactement Ouais. Free Zone, parce qu'il y a quelques taxes maintenant qui se sont ajoutées. Et en fait, je vais continuer d'exécuter ma boîte ici en France. Et quand tu leur dis, mais attends, du coup, ça veut dire que tu as déménagé à Dubaï? Non, 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 je vais juste créer la boîte là-bas. Et puis, ma holding sera là-bas. Et puis moi, je serai toujours ici. Il y a quand même quelque chose à leur dire. C'est quoi qu'il faut leur dire dans ce cas-là? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà, il faut savoir que quand on crée une structure à l'étranger, une société, c'est pas parce qu'on a créé une société à l'étranger que l'administration fiscale française ne sera pas en droit d'exiger le paiement des impôts liés au chiffre d'affaires généré à l'étranger en France. Parce qu'en fait, à partir du moment, et ça c'est un concept en fiscalité internationale qui n'est pas propre à la France, à partir du moment où on crée une structure à l'étranger, mais qu'on est
en France et que les décisions sont prises depuis la France, que la société est gérée depuis la France, que toutes les décisions stratégiques ou non sont prises depuis ce pays, eh bien, le résultat est imposable en France. Donc, il ne suffit pas de créer sa société. Tout le schéma qui aurait été fait pour avoir une société sans impôt à Dubaï est complètement remise en cause. Ça ne fonctionne pas du tout. Est complètement remise en cause. Et donc, l'administration fiscale va venir redresser la personne en question en lui disant, en fait, tu aurais dû payer tel impôt. Donc, tu vas payer tel impôt. Et surtout, tu as essayé de contourner les règles fiscales applicables en France. Et donc, je vais venir te sanctionner. Ouais. Et du coup, tu vas devoir payer en plus. Ouais. Et la problématique, c'est que souvent, les personnes qui font ça, ils considèrent que le montage qu'ils ont fait est correct. Donc, tout l'argent qu'ils ont fait là-bas, ils l'ont généralement dépensé. Et ils se retrouvent avec une dette monstrueuse à payer, puisque 2 ans après, on leur explique qu'ils vont devoir payer l'impôt qu'ils auraient dû payer et qu'ils n'ont pas payé. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui aussi, l'administration fiscale, elle est aussi dotée de moyens de contrôle très puissants, beaucoup plus puissants qu'il fut un temps. Aujourd'hui, on a des normes comme CRS avec l'échange automatique d'informations. Toi, Louis, tu es résident fiscal français, tu as un passeport français. Si tu ouvres un compte bancaire à l'étranger, eh bien, tu dois le déclarer en France. Et puis, si tu ne le fais pas, de toute façon, les banques communiquent à l'administration fiscale dont tu dépends tes comptes. Donc, voilà. Donc forcément, l'administration fiscale, un jour, elle aura connaissance de ton compte en banque. C'est ça. Ou s'il y a des flux, ça, c'est des choses que je vois régulièrement en contrôle fiscal. Parce que beaucoup considèrent que quand ils ouvrent un compte N26 ou un compte qui, a priori, les protégerait parce que ce n'est pas des banques françaises et parce que c'est des banques 100% en ligne, considèrent qu'en fait, ils sont protégés et, j'allais dire, à l'abri de l'œil de l'administration fiscale, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, c'est pas. Alors c'est vrai qu'en France, le système fiscal il est déclaratif, donc sur les banques en ligne, il faut quand même les déclarer. Disons que la probabilité de contrôle et d'échange d'informations, elle est quand même beaucoup plus. Sur les banques institutionnelles. Voilà, exactement. Et puis sur les banques en ligne, il faut les déclarer. L'amende, sinon c'est 1 500 € par compte non déclaré. On a aussi une amende. Le droit de reprise de l'administration fiscale, il peut remonter jusqu'à 6 ans. Donc Ouais, mais après tu me dis c'est 1 500 € d'amende pour compte non déclaré. Mais ceux qui nous écoutent, ils vont dire en fait, au pire, je prends le risque le jour où je me fais prendre de payer 1 500 € d'amende. Mais les conséquences peuvent être plus grandes parce qu'en fait, tout l'argent, le jour où le compte est découvert, il va falloir communiquer l'ensemble des relevés bancaires, des flux. Et c'est à ce moment-là où l'administration fiscale va essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi et quel impôt aurait dû être payé, c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis en plus de cela, il y a aussi des amendes aussi sur le montant des avoirs sur ces comptes bancaires non déclarés. C'est des amendes qui peuvent atteindre aussi parfois 100%. L'administration fiscale, après, en plus, elle reconstitue elle-même le bénéfice. Donc, souvent, elle va prendre les encaissements et puis reconstituer le bénéfice de la société. Donc, il faudra payer l'impôt sur la société qui aura été constituée à l'étranger. Et puis, après, on considère aussi que vous êtes le bénéficiaire effectif en tant que maître de l'affaire de ce bénéfice. Et donc, il y a des revenus réputés distribués qui sont en plus taxables à l'IR, sans parler des pénalités pour manquement délibéré qui peuvent atteindre 40% ou pour manœuvre frauduleuse, et sans parler également du risque pénal. Pour revenir également sur ce que tu disais sur un peu le contexte international de créer sa boîte à l'étranger, alors il faut savoir que c'est légal, hein, si demain... Oui. Un chef d'entreprise veut créer sa société holding à l'étranger, mais il faut en général partir également et transférer sa résidence fiscale. Ah oui, c'est-à-dire qu'en gros, et ça c'est un point important qu'on doit évoquer, c'est que lorsque tu décides par exemple de créer ta société holding en Suisse ou par exemple au Luxembourg ou encore en Belgique, si tu veux bénéficier des règles fiscales applicables au pays en question, il faut que tu sois résident fiscal du pays en question. Exactement. Et qu'est-ce qui fait que tu deviens résident fiscal du pays en question ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs critères qui sont définis en droit interne et qui sont aussi prévus par les conventions fiscales bilatérales conclues entre le pays de résidence et le pays de transfert. Donc, grosso modo, quand on va être marié, ça va être d'abord le centre des intérêts vitaux
du contribuable qui transfère sa résidence fiscale. Donc ça veut dire que si on est marié avec des enfants, il faut partir avec femme et enfants, scolariser les enfants dans le pays d'accueil. Il faut avoir... Oui, donc c'est un changement lourd de situation familiale. Et qui s'anticipe. Ah oui, voilà, on ne peut pas faire ça en dernière minute. Et puis, il y a également le fait de passer 183 jours. On peut avoir aussi un risque de double résidence fiscale. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, le Luxembourg va te considérer comme résident fiscal de son État que la France ne te considérera pas comme résident fiscal également. Si elle estime que, par exemple, tes revenus professionnels ou le centre de tes intérêts économiques reste en France, malgré le fait que tu aies transféré ta résidence véritablement au Luxembourg. Et donc là, on a les conventions fiscales bilatérales qui permettent d'éliminer les risques de double imposition dans ces situations et pour lesquels on va avoir un traitement fiscal en fonction des revenus perçus par le contribuable qui vont être différents. Il y a aussi un autre aspect aussi à évoquer, je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'exit tax. Quand on a une société en France dont on détient les titres à hauteur de plus de 50% ou dont la valorisation excède 800 000 euros, on est soumis au dispositif de l'exit tax. L'exit tax, c'est un dispositif qui consiste pour l'administration fiscale française à imposer les plus-values latentes. Et donc, grosso modo, il y a un certain nombre d'obligations déclaratives à respecter avant de transférer sa résidence, avec une durée dans laquelle on est dans le champ de ce dispositif plus ou moins important selon la valeur de ces titres. Si on est à plus de 2 millions d'euros ou pas, on peut être dans le champ d'application de l'exit tax pendant 2 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, même le droit de reprise de l'administration fiscale a été étendu et peut atteindre 10 ans en cas de fausse communication d'adresse et faux transfert de résidence. Donc ça veut dire, modulo, l'exit tax, que si tu crées ta société et qu'elle est valorisée à un certain montant, je dis une bêtise, allez, 5 millions d'euros, oui. Que tu détiens plus de 50% de cette boîte qui vaut 5 millions d'euros, et que tu décides de changer de juridiction pour ta fiscalité, donc tu déménages par exemple en Suisse, l'administration fiscale, au moment où tu quittes la France, peut te dire « Attends, 2 secondes, on va calculer les plus-values latentes que tu as faites, donc la plus-value entre le prix que tu as payé pour les titres à sa constitution et ce que ça vaut véritablement aujourd'hui. Et en fait, on va venir te taxer tout de suite. » Exactement. Et donc, en fait, selon l'état dans lequel tu vas transférer ta résidence, soit on va avoir un sursis d'imposition qui est automatique, soit qui est soumis à la constitution de garantie. Par exemple, si tu transfères ta résidence fiscale en Espagne, souvent c'est du déclaratif, parce qu'il y a une convention d'échange, d'assistance et d'échange d'informations avec l'Espagne. En revanche, si tu pars à Dubaï, il va falloir constituer des garanties dans les 90 jours qui précèdent ton départ, valoriser ta boîte. Ça veut dire quoi, constituer des garanties ? Ça veut dire qu'il faut prouver que tu serais à même de payer l'impôt de plus-value, l'impôt sur tes plus-values latentes avant de transférer ta résidence fiscale. Ça peut être un nantissement sur tes titres, une hypothèque. Ouais, donc si on parle d'une valorisation de 5 millions d'euros, les garanties, elles sont assez importantes. Exactement, c'est ça. Donc voilà, c'est important d'aller voir son avocat fiscaliste et d'anticiper le sujet. Nous, au cabinet, moi, j'ai un réseau aussi de partenaires à l'étranger, dans de nombreux pays. Et c'est vrai qu'on essaye d'avoir une approche vraiment complète. On regarde ce qui va se passer en France, mais aussi à l'étranger, parce que parfois, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais ce n'est pas forcément toujours le cas selon les situations. Oui, donc en fait, pour faire peur à personne, l'idée, c'est que... changer de juridiction et changer de vie en allant s'installer ailleurs, c'est complètement possible. Tout à fait. La seule chose, c'est qu'il va falloir vraiment s'organiser en amont pour mesurer les conséquences juridiques et surtout fiscales, pour voir la façon dont son patrimoine va être traité à l'étranger. Exactement. Donc ça, c'est le point globalement très important. Exactement. Je vais basculer un peu et changer peut-être de thématique pour aller finalement au cœur de notre sujet aujourd'hui. C'est la fiscalité dans les transactions M&A. Prenons un exemple. Aujourd'hui, tu as en face de toi un dirigeant qui t'explique que ça fait 10 ans qu'il détient sa société et qu'il a une super LOI de 10 millions d'euros pour lui racheter l'intégralité de ses titres de sa boîte. Il vient te dire, écoute,
Louis m'accompagne, par exemple, sur la transaction. C'est lui qui va négocier le deal. Maintenant, j'ai besoin d'une consulte ensemble aujourd'hui pour voir à quelle sauce je vais me faire manger d'un point de vue fiscal. Et du coup, quels sont tes premiers réflexes là-dessus? Alors c'est une bonne question, il y a plusieurs choses à voir. Donc moi, si j'accompagne uniquement le dirigeant, donc voilà, je ne vais pas intervenir sur les aspects audit, mais bon, il y a aussi parfois de la Oui, structuration fiscale à faire. Donc déjà, je vais commencer par lui dire, bon bah voilà, quel sera l'impôt de plus-value si on n'intervient pas, qui sera dû. Donc pour donc tu lui fais la situation sans ton intervention. exactement. Après, Admettons faut qu'il n'ait voir. pas de holding et qu'il détient ses titres en propre. Dans ce cas-là, généralement, comment la fiscalité s'applique? Alors aujourd'hui, les plus-values de cession mobilière sont taxées au prélèvement forfaitaire unique de 30%. C'est ce qu'on appelle la fameuse flat tax. Exactement, auquel va s'ajouter une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui atteint par exemple 4% au maximum pour un contribuable qui dépose une déclaration commune et dont le revenu fiscal de référence excède 1 million d'euros. Et on a aussi aujourd'hui, depuis la loi de finances pour 2025, aussi une contribution différentielle sur les hauts revenus dont le taux marginal d'imposition peut atteindre 37,2%. Donc ça, c'est le régime actuel. Donc modulo régime classique flat tax 30% qui peut aller jusqu'à 34, voire 34 37,2. voire 37,2. C'est ça. Donc si rien n'est fait et admettons qu'il détient 100% de ses titres en perso, dans ce cas-là, il vend 10 millions, eh bien il y a 34 ou 30% de ces 10 millions qui vont directement aller dans les caisses de l'État sur la fiscalité des plus-values. C'est ça. Alors après, il y a aussi une petite subtilité. S'il détient ces titres, s'il avait acquis ou souscrit ces titres avant 2018, avant le 1er janvier 2018 précisément, on a un dispositif également pour les PME avec des abattements renforcés auxquels il pourrait opter. Donc ça, c'est en fonction de la durée de détention. La date, ouais, la date de souscription Ouais, d'acquisition des pardon, titres. en fonction de la date de souscription des titres. C'est ça. S'il a souscrit ses titres avant Dans une ton certaine cas, date, 10 ans, donc on est exactement. dedans. Et donc, si ce régime lui est plus favorable, souvent c'est le cas, quand on détient les titres depuis plus de 8 ans, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, on va exonérer la plus-value à hauteur de 85%. Donc, on a uniquement 15% de la plus-value qui va être taxable à l'IR, au barème progressif. Donc, disons 15% de 45%, plus les prélèvements sociaux. Donc, ça va faire une taxation d'environ 24%, plus si on rajoute la CEHR, 28%. Donc voilà, 28% vs 34%, ça reste aussi souvent intéressant pour le chef d'entreprise et c'est aussi quelque chose à simuler en fonction des situations et en fonction des montants de cash-out qui sont réalisés. Et qui peuvent être intéressantes. Et donc ça, l'avantage de ça, c'est que voilà, le chef d'entreprise acquitte l'impôt et là, c'est liquide, il a l'argent sur son compte en banque personnelle et il en fait ce qu'il veut. Voilà, Ok. ça c'est si on n'intervient touche à pas. rien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu recommandes généralement quand on est face à une telle situation et que globalement, tu es face au chef d'entreprise qui potentiellement a envie de réinvestir l'argent et payer le moins d'impôts possible? Et par exemple, s'il Ouais. a des enfants, parce qu'il y a deux situations qu'on pourrait Exactement. éventuellement envisager avec l'apport cession Mm. ou la donation cession Exactement, ou le pacte du trail. ou le pacte du trail. On peut cumuler d'ailleurs. Alors c'est vrai que le régime de l'apport-cession, c'est un régime très intéressant que d'ailleurs certains pays nous envient, hein, parce Oui. que en France, on a aussi des dispositifs qui permettent de bénéficier d'une fiscalité réduite. Donc l'apport-cession, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est l'opération dans laquelle le chef d'entreprise qui détient à titre personnel les titres de la société qui va céder va les apporter à une société holding soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il contrôle et détient majoritairement. En faisant cette opération, alors on va déjà fiscalement, on doit calculer un impôt de plus-value sur cet échange de titres qui ne sera pas imposable, qui sera en report d'imposition sous réserve de respecter certaines conditions. Notamment. Donc ça, c'est le fameux article 150 OBTR. Exactement, tout à fait. Et donc, du coup, sous réserve de conserver les titres de sa société holding et soit de conserver que sa société holding conserve les titres de la société opérationnelle 3 ans ou si elle cède
avant les 3 ans, elle devra réinvestir 60% du produit de cession dans les 2 ans qui suivent l'opération d'apport, eh bien, on va pouvoir finalement gommer les 30% de flat tax qu'on a évoqués et finalement avoir une fiscalité qui peut être quasiment nulle sur cette cession. Donc, l'argent, lors de la cession, est encaissé par la société holding du dirigeant. Donc, la holding, dans mon exemple, encaisse les 10 millions d'euros. Exactement. Elle encaisse les 10 millions d'euros. Et du coup, par contre, voilà, l'argent n'est pas détenu, n'est pas dans la poche du chef d'entreprise, donc c'est moins liquide. Mais dans une société holding qu'il aura créée et Exactement. dans laquelle il aura apporté tout ou partie de ses titres, en fonction de ce qu'il aura choisi. Exactement. Et c'est important que tu précises ce point parce qu'on peut aussi faire du calibrage et du sur-mesure. Et d'où l'intérêt justement d'avoir un échange assez poussé avec le chef d'entreprise pour voir quelle est sa stratégie. Oui. Voilà, il y en a qui partent à la retraite et pour lesquels c'est pas pertinent. De tout mettre dans une holding dans laquelle il doit réinvestir, ou par exemple, il y en a un C'est qui ça. va dire, écoute, moi je vais faire le tour du monde, et donc du coup, je veux... alors j'exagère peut-être avec les montants, mais je veux au moins avoir 1 million d'euros dans ma poche pour faire Voilà. le meilleur tour du monde possible pendant 2 ans, et puis avoir un peu d'argent de côté. Donc en gros, ce que tu fais dans cette hypothèse, c'est que tu n'apportes pas l'intégralité des titres. Donc il y a une partie des titres qui est apportée à la société holding, et il y a une autre partie qui est gardée en perso. Et donc du coup, une partie du prix de cession qui est payée à la holding, et une autre partie du prix de cession qui est payée directement dans la poche du dirigeant, sur laquelle il payera les taxes dont on a parlé tout à l'heure, flat tax à 30% ou 34% en fonction de sa situation, Exact. de sa situation personnelle. Exactement. Et donc, du coup, c'est important aussi d'avoir des conseils autour de soi pour faire des simulations et finalement trouver la bonne formule. Le bon équilibre. Ouais. Exactement, le bon équilibre. Parce que finalement, en fait, comme on disait, il n'y a pas de schéma standard. Chaque client est différent, chaque opération est différente. Et donc, il faut trouver finalement bien calibré, même si voilà, c'est un dispositif qui existe quand même depuis relativement longtemps, quoi qu'il ait été réformé en 2012. Donc, c'est un dispositif que la plupart des avocats maîtrisent très bien, mais avec un certain nombre d'obligations déclaratives à respecter et aussi un accompagnement sur mesure qui a vraiment son importance. Pourquoi ? Et aussi qui doit être anticipé autant faire se peut que... pourquoi ? Parce que si la holding détient les titres de la société qui sera cédée depuis plus de 3 ans, et si le chef d'entreprise est allé voir ses conseils suffisamment en avance pour anticiper le sujet, il n'y aura pas d'obligation de réinvestissement. Ouais, ça, on y reviendra après. Il y a un truc que pour revenir aux 150 obétaires, parce que c'est un sujet assez vaste et clé, parce que on entend beaucoup parler, beaucoup l'utilisent, mais tu as parlé tout à l'heure du fait que pour éviter l'imposition, donc si on apporte l'intégralité, encore une fois pour reprendre mon exemple, des titres, on récolte 10 millions d'euros dans cette holding, et pour éviter l'imposition sur ces 10 millions d'euros, l'administration fiscale nous dit qu'il faut réinjecter au moins 60% de ce montant dans les 2 ans qui suivent la cession. Dans les 2 ans qui suivent la cession, dans des PME ou dans des sociétés qui sont éligibles. Exactement. Et ça, c'est important parce que tu en as beaucoup qui viennent te voir et qui te disent voilà, moi, je vais réinvestir 60% dans une société SCI parce que je vais faire un projet immobilier. Ça ne marche pas. Exactement, tout à fait. En fait, il faut réinvestir. Grosso modo, le deal, c'est que l'administration fiscale ne va pas taxer, mais il faut réinvestir le cash dans l'économie réelle et dans des opérations économiques éligibles. Ça peut être dans des fonds. Il y a des fonds spécialisés. Ouais. Mais là, on est quand même loqué pendant 5 ans. On peut investir au capital d'une société. Là, on est en augmentation de capital ou à la création. Et donc là, c'est quand même des investissements risqués. On est là, loqué 1 an pour le chef d'entreprise. C'est ce qui nous nourrit d'ailleurs le réseau assez dense en France, enfin de plus en plus dense, de tous les business angels. Et oui. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ont des startups, généralement, les business angels qui viennent vous voir, ils sont sous 150 obétaires. Ça veut dire qu'en gros, ils sont dans cette période de 2 ans durant lequel ils doivent déployer le fruit de cession de leur précédente société. Et donc, du coup, ils doivent le déployer dans des startups, par exemple. C'est ça. Et ça leur permet d'éluder, enfin pas d'éluder, mais en gros de répondre
aux critères de l'administration fiscale pour ne pas payer l'impôt sur les plus-values. C'est ça. Et puis, comme tu le disais, en fait, réinvestir dans une activité immobilière purement patrimoniale, là, c'est pas éligible. On peut faire, par exemple, du para-hôtelier dans certaines conditions de l'hôtellerie, comme on a pu d'ailleurs le voir sur un dossier dans lequel on a travaillé ensemble. Mais voilà, toutes les opérations ne sont pas éligibles et il y a beaucoup de contrôle là-dessus. Et donc, il faut être vraiment très vigilant sur les fonds, les sociétés dans lesquelles on réinvestit pour être sûr qu'elles sont éligibles. Ouais. Donc, souvent, on a le petit label éligible aux 150 OBTR. Ok, donc ça sur le fonds d'investissement. Donc le fonds d'investissement, là, par exemple, c'est du coup un fonds d'investissement qui, lui, récolte de l'argent auprès d'investisseurs et qui garantit à ses souscripteurs, donc aux personnes qui vont lui donner de l'argent, à ses investisseurs, qu'il est éligible aux 150 OBTR parce qu'il va déployer son argent dans des sociétés qui sont éligibles. C'est ça, exactement. Bon, ça reste... Là, le sujet dans un fonds d'investissement, c'est que globalement, la liquidité de cet argent n'est pas forcément assurée. Mais de toute manière, quand on investit dans une société, généralement, la liquidité est assez complexe. Si je me considérais peut-être plus malin que les autres et que je me dis, en fait, je viens de faire un exit, j'ai l'argent dans une holding et en fait si je me crée moi une société où je vais créer ma propre société et je vais investir mon argent dans cette société, est-ce que l'administration fiscale peut avoir quelque chose à dire là-dedans? Est-ce que c'est legit ou pas? Évidemment, j'imagine qu'il va falloir documenter. Est-ce que ça se voit souvent, ça? Moi, j'ai déjà eu la question à nombreuses reprises, comme tu peux l'imaginer. Alors non, ça ne marche pas parce qu'il faut vraiment que la société elle ait une activité opérationnelle. Il faut injecter l'argent au capital d'une coquille vide qui reste coquille vide. Non, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut vraiment qu'elle ait vraiment de la substance et vraiment une réelle activité. Donc dans cette hypothèse, si véritablement l'argent est investi dans une coquille vide, dans ce cas-là, l'administration fiscale, lorsqu'elle va venir analyser le dossier et le réemploi, elle va considérer que ce n'est pas éligible. Et elle peut taxer la plus-value en report d'imposition. Et elle va du coup taxer la plus-value en report d'imposition. Et finalement, on aura fait tout ce montage pour pas grand-chose, puisque on aurait pu le prendre directement dans sa poche. Exactement. Et du coup, c'est vrai que quand on n'anticipe pas et qu'on a cette obligation de réinvestissement, il faut vraiment bien le préciser au chef d'entreprise pour qu'il soit vraiment à l'aise avec le fait de réinvestir, parce que parfois, il ne se rend pas compte, comme tu disais, il peut penser que investir dans sa résidence secondaire, ça marche. Non. Ouais, et puis souvent, il y a cette durée de 2 ans qui passe très vite, parce que quand on le dit au client qui fait l'opération avec nous, on lui rappelle, attention, n'oublie pas que les 2 ans, c'est à partir de maintenant. Oui, t'inquiète, et je comprends, parce que généralement, les personnes qui vendent leur boîte, ça fait pas mal de temps qu'ils sont au four et au moulin pour développer leur boîte, ils la vendent, ils sont contents, ils veulent en profiter, mais une fois que tu as profité 6 mois, il te reste plus que 1 an et demi pour déployer l'argent. Et 1 an et demi pour déployer l'argent, il faut trouver le bon projet, il faut que le process se mette en œuvre, etc. C'est ça. Et on se retrouve souvent dans cette situation où les clients viennent nous voir en disant il me reste plus que 2 mois ou 4 mois pour investir l'argent. Dangereux, ça. Et là, en fait, on le fait dans la précipitation parce que du coup, on n'est plus aussi select sur les projets dans lesquels on va investir. On le fait de manière un peu précipitée. Tout à fait. Et on se retrouve dans cette situation parfois complexe. Donc, véritablement, si vous vous mettez dans cette aventure de création d'une holding pour bénéficier de 150 OBTR, il faut vraiment bien anticiper et pas perdre trop de temps. C'est vrai qu'il ne faut pas que l'avantage fiscal occulte toutes les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt. Et donc, c'est important, quand on parlait justement d'indépendance, le but, ce n'est pas juste de proposer aux clients de créer une société holding si ce n'est pas utile et si ce n'est pas en phase finalement avec ses objectifs. Il y a des chefs d'entreprise qui mettent des années à faire un LBO, à vendre leur boîte. C'est le fruit de plusieurs années de travail. Et justement, on ne peut pas gâcher le fruit de ce travail finalement avec un mauvais conseil. Donc, c'est très important d'anticiper. En revanche, dans cette holding, il y aura 40% d'argent qui sera complètement libre et Tout à fait. On en fera ce qu'on veut. Exactement. Il peut être distribué en dividendes ou en réduction de capital. Et pour le coup, là-dessus, acheter sa résidence secondaire si on a envie de le faire, et si on considère que c'est le plus utile fiscalement. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de cette question d'achat de sa résidence secondaire via une holding ?
C'est un bon point que tu évoques parce qu'en effet, c'est une C'est pas forcément évident. C'est ça, c'est pas forcément évident. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où l'argent il est détenu par la société holding, elle a son propre intérêt social et son patrimoine qu'elle doit gérer dans son intérêt, pas dans l'intérêt du dirigeant qui veut acheter sa villa à Saint-Tropez sur la Côte d'Azur. Donc, c'est vrai que si la société holding crée un véhicule, une SCI par exemple, pour acheter une résidence secondaire, il faudra respecter un certain nombre de conditions pour que cette opération ne soit pas requalifiée en acte anormal de gestion ou en opération d'abus de droit. Il y a un certain nombre de pratiques moi, que je conseille. C'est cette société holding va prêter par exemple de l'argent à une SCI. Cet argent qui sera prêté, c'est un apport en compte courant d'associé qui doit être rémunéré. Et qui est imposable. Donc voilà, c'est pas non plus... c'est pas neutre. Et puis, il faut généralement justifier d'un intérêt économique. Exactement. Donc cette villa, par exemple, cette résidence secondaire devra être mise en location. Et si le chef d'entreprise souhaite en profiter, il devra verser un loyer à cette SCI, un loyer de marché. Donc, il faudra être très attentif et faire très attention au calibrage de cette structuration qui est possible, mais sous réserve de respecter un certain nombre de conditions pour ne pas se mettre en risque fiscalement. Parce qu'encore une fois, les conséquences financières, moi je fais du contrôle contrôle fiscal depuis pratiquement 10 ans, elles peuvent être très importantes et voilà, c'est dommage de voir s'acquitter de subir un redressement parce que finalement on n'aura pas respecté certaines conditions qui pourtant étaient assez simples et de mettre en œuvre. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, hein, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Il faut souvent mettre en face de la théorie des montants. Nous, on fait des simulations pour voir finalement si le fait de loger la résidence principale dans la holding, c'est intéressant parce qu'il y a justement l'impôt sur les sociétés à payer sur les loyers, sur le prêt, l'apport en compte courant d'associés. Et pourquoi on veut le faire aussi? Parce que si c'est juste pour en profiter soi-même, mieux vaut prendre cette résidence principale en perso, quoi. C'est ça. Et puis souvent, quand on a un avantage fiscal à l'entrée, on va le perdre à la sortie. Donc voilà, là typiquement, faut voir aussi encore une fois les objectifs du chef d'entreprise. Est-ce que c'est un bien qu'il souhaite garder à court terme, à long terme? C'est vrai qu'à court terme, avec des structures à l'IS, on va pouvoir amortir le bien et pas payer d'impôts en rythme de croisière, mais à la sortie, ça coûte assez cher parce qu'il y a 25% d'IS, sous réserve que le taux d'IS reste à 25%. Et après, pour se distribuer l'excédent de trésorerie, il faut faire une distribution de dividendes. Donc, on va avoir une fiscalité avec un taux à 55%, alors que si on avait détenu le bien en direct, on aurait une fiscalité à 36% environ, avec des abattements pour durée de détention qui peuvent s'appliquer. Donc, il y a une vraie stratégie à mettre en place et il faut se poser les bonnes questions lorsqu'on fait ce genre d'opération. Dernier point sur cette thématique de création de holding et 150 OBTR, c'est que l'argent reste dans la holding. C'est-à-dire que le jour où vous voulez vous le reverser à vous, il va falloir encore passer par la case imposition. Exactement. Donc si vous prenez des revenus en tant que mandataire social de cette société, vous allez devoir payer les impositions afférentes et notamment les charges sociales. Ou si vous voulez les reverser en perso, là encore, il y a la flat tax qui s'applique. Exactement, si c'est un revenu, si c'est une plus-value ou un dividende, exactement. D'accord. OK pour ce sujet. Il y a un autre schéma qui peut être intéressant, notamment quand on a des enfants. C'est la donation-cession. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce mécanisme qu'on utilise assez souvent aussi pour faire une transmission sous forme de donation à ses enfants avant qu'on fasse une opération? Alors oui, c'est un dispositif pour lequel qu'on va mettre en place, qu'il faut anticiper. C'est vrai que quand le chef d'entreprise il va céder par exemple ses titres pour 1 million d'euros
et qu'il sait que finalement le produit de cette cession va être alloué ou donné à ses enfants, eh bien en réalité, il est plus intéressant et plus malin d'inverser la chronologie des opérations. Pourquoi ? Faire de la donation avant. Oui, pourquoi ? Parce que s'il cède 1 million d'euros, bon, on a vu, il va payer 300 000 euros d'impôts au minimum. Plus après, il y a les droits de donation qui vont s'appliquer, qui peuvent atteindre 45%, qui peuvent atteindre un certain montant au-dessus. Enfin, il y a un barème progressif, mais voilà, qui peuvent être importants. Et donc, finalement, le net qui sera transmis aux enfants va être moins important. En inversant la chronologie, on va pouvoir purger l'impôt de plus-value. On va voir en gros son notaire, on enregistre une donation des titres qui vont être cédés. Donc en gros, le chef d'entreprise signe un acte de donation à ses enfants. Et donc du coup, c'est les enfants qui, en partie, détiendront les titres de la société. Exactement. Exactement. Bon, alors là, il faudra aussi faire attention à prévoir un certain nombre de conditions suspensives, parce que moi, j'ai déjà vu des opérations où finalement, le deal ne se dénoue pas. Donc, il faut être aussi sûr que les enfants ou l'épouse vont bien céder les titres. Donc, il y a un certain nombre de calibrages, là encore, à faire avec ces conseils. Et donc, voilà, on va arrêter une valorisation qui va correspondre, par exemple, au prix de cession, si on fait ça un instant. Donc, généralement, il y a une LOI qui est communiquée par l'acquéreur. Et avec le montant indiqué dans la LOI, eh bien, en fait, le notaire et vos conseils avocats, fiscalistes et corporate vont du coup reproduire sur l'acte de donation le prix de cession par action qui a été proposé par l'acquéreur. Exactement. Et donc là, on va payer on va acquitter les droits de donation assis sur cette valeur. Et derrière, quand les enfants vont céder, il n'y aura plus d'impôt de plus-value puisque... Ils ont détenu directement les actions. C'est ça. Ils les ont touchées à un certain montant une valeur, et qu'ils les ont vendues au même montant. Exactement. Et donc là, il n'y a plus d'imposition pour eux. C'est ça. Et l'avantage encore là-dessus, c'est que les droits de donation qu'on doit à l'État, la fiscalité sur les donations, est beaucoup moins importante souvent que les droits de plus-value dont on a parlé tout à l'heure. Exactement, parce qu'en fait, il y a deux choses à prendre en compte, enfin 3 choses. Il faut savoir que quand on fait des donations en ligne directe à ses enfants, on bénéficie d'abattement, 100 000 euros par enfant et par parent. Donc déjà, il y a 100 000 euros qui est absolument sans imposition. C'est ça. On a aussi... par enfant. Oui, par enfant, c'est ça. Donc ce qui est quand même assez important. Donc exactement. Là, pas d'imposition sur cette première tranche de 100 000 euros. C'est ça. En plus de cela, on va avoir aussi... donc, comme je te disais, le barème des droits de donation est progressif. Et donc, sur certains montants, on va avoir des droits de donation, on va être à peu près à 20%. C'est ça, ouais. Et donc, on est en dessous, en effet, comme tu le disais, de la flat tax. Et puis aussi, quand on fait aussi des donations en démembrement, soit on donne les titres en pleine propriété, soit on les donne en nue propriété, eh bien, la valeur de la nue propriété des parts, en fonction de l'âge du donateur, va avoir une valeur moindre qui va par exemple être de 50% pour un chef d'entreprise qui a 50 ans. Donc là encore, les droits de donation vont être moins importants et ça permet de transmettre efficacement avec un coût fiscal tout à fait avantageux. Et on va aussi pouvoir, en plus de cela, opter pour un autre dispositif qui est le dispositif qui est le pacte du trail, mais bon, qui a un certain nombre de contraintes, parce qu'il y a une durée d'engagement. Dans un niveau de complexité un peu plus important. C'est ça. Donc voilà, parce qu'il y a des engagements de conservation de titres collectifs, individuels. Le dispositif doit porter sur un certain un certain pourcentage de titres. Donc voilà. Ça s'anticipe pas la veille du closing. Ah non, pas du tout. En revanche, la donation-cession, ça s'anticipe un peu en amont, mais ça peut être fait assez rapidement en amont d'un closing. Exactement. Mais encore une fois, il faut vraiment anticiper tous les paramètres. Oui, il y a un vrai travail de calcul d'imposition, de calcul de combien le chef d'entreprise a besoin pour lui et combien il veut transmettre à ses enfants et de faire les bons calculs fiscaux pour savoir combien on va transmettre à ses enfants. Et donc, du coup, le jour du closing, en fait, l'acquéreur des titres de la société, en fait, il va verser le prix de cession aux enfants et au chef d'entreprise s'il a gardé une part. Exactement, c'est ça. Et donc, les enfants vont avoir sur leur compte immédiatement le fruit du prix de cession. Et là, c'est net d'impôts puisqu'ils étaient déjà propriétaires de ces actions et qu'ils ont déjà payé la fiscalité relative aux donations.
Exactement. Donc, c'est vrai qu'il faut être aussi prêt. Le chef d'entreprise doit être vraiment prêt à se déposséder de cet argent. Donc, ça doit être aussi bien clair parce que parfois aussi, on a des questions où le chef d'entreprise essaye d'imaginer un montage où finalement, il va faire une donation de démembrement, donner la nue propriété, mais derrière, finalement, se réapproprier les titres. Ah, ça passe pas. Hein. C'est pas compliqué justement quand en fait tu as, je dis une bêtise, mais un expert comptable qui est passé avant toi avec une idée, puis tu as le cousin et l'oncle du chef d'entreprise qui a aussi fait un montage et qui lui a dit de le faire différemment, etc. Il y a un moment, les chefs d'entreprise, en fait, ils savent plus où donner de la tête pour optimiser leurs opérations. Oui, non, c'est vrai que moi, c'est vrai que ça aussi, c'est aussi des choses qui reviennent assez souvent. Oui, j'ai mon business angel qui a fait ça ou mon oncle qui a fait ce montage. Donc moi, je vais faire pareil. C'est assez simple, le mettre. On fait juste. Ah bah non. C'est très dangereux de faire ça et je ne conseille sûrement pas de. Alors après, c'est vrai que c'est bien de réfléchir à plusieurs cerveaux, hein, tout à fait, et d'avoir une équipe de professionnels, un expert comptable, un notaire, un avocat qui va suivre le M&A, un avocat fiscaliste, et il faut essayer de trouver la bonne formule, mais chaque situation, chaque opération est unique. Et moi, par exemple, justement, pour reprendre ton exemple, si le chef d'entreprise vient me voir au moment où il a signé la LOI, je serais quand même très intéressée d'avoir aussi l'antériorité de sa situation. Et en effet, avoir des conseils qui vous suivent depuis le début, et ça, c'est aussi un conseil que je peux donner à des jeunes chefs d'entreprise, c'est vraiment de se constituer une équipe de conseils dès le début qui vont vraiment avoir la mémoire de ce qui s'est passé, parce que dans le temps aussi, quand on emmagasine un patrimoine important, ça peut vite être très difficile d'apporter une réponse rapidement quand on n'a pas l'antériorité de tout ce qui s'est passé, s'il y a eu des donations passées, voilà. Ouais. Justement, tu parlais d'être accompagné dès le début. Aujourd'hui, si tu vois un chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise qui n'a pas encore créé sa société, mais qui est un chef d'entreprise en puissance, Ouais. qu'est-ce que tu lui conseilles tout de suite à la constitution de la société? Alors, évidemment, il y aura des cas particuliers, mais généralement, est-ce que tu lui conseilles tout de suite de faire la holding ou pas? Quels seraient les avantages, du coup, de créer tout de suite la holding dès la constitution? Donc, c'est-à-dire de faire finalement la création de deux sociétés, la société opérationnelle et une société holding. Tu as parlé tout à l'heure des durées de détention. C'est quoi l'avantage aujourd'hui de créer sa société opérationnelle avec une holding tout de suite? L'avantage, c'est, comme on se disait, c'est justement sur ce délai de 3 ans. Ça veut dire que si le chef d'entreprise démarre très jeune et que les titres de sa société opérationnelle sont détenus via sa société holding, dans ces cas-là, s'il cède à plus de 3 ans, eh bien, la holding va payer un impôt de plus-value de 3% taux effectif d'impôt, VS. Les flat tax qu'on a parlé de Oui, tout à l'heure, qui peuvent 30, attendre 34%. ouais, voire Donc écoutez 37. bien, c'est-à-dire qu'en gros, si vous créez globalement assez rapidement votre holding pour détenir les titres de votre société et que la holding détient ces titres depuis plus de 3 ans, en fait, l'imposition tout de suite, elle est de 3% C'est ça. si vous détenez les titres depuis plus de 3 ans. Oui, voilà. Ce qui est Alors, quand même considérable exactement. comme avantage fiscal. C'est ça. Alors après, petite précision, il faut, pour bénéficier on appelle ça l'exonération de l'impôt de plus-value sur les titres de participation. Souvent, la holding doit détenir au moins 5% des titres Oui, de la société. il y a quelques critères, mais Voilà. globalement, en tant que fondateur Tout à d'une fait. boîte, généralement, vous détenez plus de 5%. Donc évidemment, C'est ça. il y a des critères à respecter. On pourra en discuter plus longuement. Mais globalement, effectivement, l'un des critères, c'est de détenir plus de 5% de la C'est ça. société en question. C'est vrai que quand on est dans une stratégie de réinvestissement et qu'on est jeune, ça peut être une stratégie tout à fait intéressante. Après, il y a d'autres dispositifs qui existent. On peut loger ces titres, par exemple, sur des PEA, PME. Ou voilà. Vraiment, chaque situation est différente. Moi, je donne jamais le même conseil à un jeune chef d'entreprise parce que je peux avoir un chef d'entreprise qui me dit je suis là, mais demain je vais aller à Monaco. Ma femme est mexicaine. Voilà, donc il y a vraiment des situations personnelles qui sont très différentes. Et donc peut-être que là, la holding, ce ne sera pas forcément intéressant parce que la convention fiscale qui régit la France et conclue entre la France et le pays où il envisage de transférer sa résidence fiscale dans 3 ans est intéressante et lui permettra de bénéficier d'une fiscalité sur ses plus-values intéressantes, d'échapper aux prélèvements sociaux. Donc vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Alors oui, le réflexe à avoir, c'est de se poser la question, est-ce que c'est intéressant de créer ma société holding ?
Est-ce que c'est le bon timing? Voilà. Je pense qu'il faut vraiment poser beaucoup de questions sur la stratégie et personnelle et professionnelle du chef d'entreprise. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de... on peut donner des réponses clear-cut. Mais modulo, quand on a une vision d'exit et qu'on est à peu près clair sur le fait qu'on veut rester en France et que la vision d'exit, donc c'est-à-dire la cession des titres de la société, elle est à moyen terme, donc c'est-à-dire à plus de 3 ans, il y a quand même une vraie réflexion à faire. Tout à fait. J'apporte mes titres tout de suite à une holding. Et là, en plus, si je les détiens plus de 3 ans, au moment de l'opération, en fait, j'aurai la faculté de payer que 3% sur la plus-value. C'est ça. Et en plus, on évitera aussi, comme je le disais auparavant, d'avoir à calculer un impôt, de calculer la plus-value sur l'opération d'apport de titres, puisqu'on aura... un sursis d'imposition. Un report. Là, on n'aura pas de report d'imposition, puisqu'on aura constitué la holding à la constitution. Au même moment, au moment de la constitution, mais si on le fait en cours de temps, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise, ça fait 1 an, 2 ans que j'ai développé ma start-up, j'écoute ce podcast et je me dis, moi en fait, je suis à peu près sûr que dans 4 ans, je vais vendre ma boîte. En fait, tu peux te dire, ouais, il faut vite que je fasse ma holding, parce que ça m'évitera l'apport cession 150 obétaires, où je vais devoir, pendant 2 ans, déployer 60% du prix de cession ce qui peut être important, dans des startups. Exactement. Donc ça, c'est quand même un avantage assez important. C'est quoi le pire conseil fiscal que tu as pu entendre et qui t'est tombé à l'oreille et qu'un client t'a rapporté un jour? Alors franchement, j'en ai entendu... T'en as beaucoup trop pour en sélectionner un. Donne-nous-en un. Ouais. Voilà, pour un peu rester dans la même thématique qu'on évoque, oui, voilà, de se dire, ah bah tiens, moi je vais créer ma société à Dubaï et puis je vais créer un compte bancaire là-bas, l'immatriculer là-bas et puis en fait, comme ça, j'échappe à l'impôt français. Ça, c'est très dangereux, encore une fois, il faut le rappeler. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, ce type de conseils que peuvent recevoir parfois en plus même de comptables, pas d'experts comptables. Mais bon, là, c'est vraiment c'est dangereux de faire ça, puisque encore une fois, comme on le disait, le résultat qui sera généré par cette société sera en réalité taxable en France à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un très mauvais conseil à donner ou à prendre de créer une structure à l'étranger pour échapper à l'impôt en France. Et qu'on voit généralement un peu partout, parce qu'en fait, quand tu vois les personnes qui donnent du conseil sur un certain nombre de plateformes, tu peux te rendre compte qu'effectivement, si tu ne peux pas lire les Astérix, certains peuvent croire à un certain nombre de choses où en mode ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, mais c'est pas le cas. Ouais, et puis c'est des personnes qui derrière ne seront pas là pour accompagner pour le contrôle fiscal et qui n'engagent pas leur responsabilité comme nous on l'engage en tant que conseil. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir vraiment un avocat fiscaliste quand on a un sujet fiscal, parce que c'est une matière qui est vraiment très complexe, où il faut faire parfois preuve de beaucoup de rigueur. Parfois c'est une option pour laquelle on n'a pas opté dans le mois, qui peut remettre en cause, par exemple, un droit à un remboursement d'impôts. C'est vraiment très, très précis et il faut vraiment pas s'amuser à faire n'importe quoi et aller voir les bons conseils parce que finalement, chaque opération qu'on va entreprendre, que ce soit une rémunération, un investissement, un transfert de résidence, il y aura toujours une implication fiscale à anticiper et sur laquelle il va falloir avoir une réflexion 360, comme je l'évoquais. Parfois, la situation professionnelle détermine le perso et vice-versa. Donc, on a beaucoup parlé de la fiscalité autour du deal, en parlant de la fiscalité du dirigeant, mais la fiscalité dans le deal est aussi un enjeu j'allais dire omniprésent, puisqu'en fait, dans toutes les opérations de cession d'entreprise, il y a des enjeux de fiscalité. D'abord pour les audits, l'acquéreur va s'assurer que toutes les déclarations fiscales, tous les paiements qui étaient dus au trésor public ont bien été réalisés, etc. Ça, c'est la phase d'audit. Et puis après, il y a des enjeux fiscaux, notamment sur les earn-out, etc. Est-ce que tu as déjà vu un sujet fiscal dans un deal qui a failli faire capoter le deal ?
Alors oui, tout à fait. C'est vrai que aussi lors d'un deal, souvent, par exemple, l'avocat fiscaliste, il va intervenir pour rédiger souvent un mémo de structuration parce que la fiscalité dans la transaction, elle va avoir un impact sur le calendrier, sur la chronologie des opérations. Je te donne un exemple sur des opérations d'apport de titres pour pouvoir bénéficier du sursis d'imposition. Il faut le faire dans un certain ordre. Le coût d'une opération, parfois on va pouvoir proposer de transformer par exemple la forme sociale de la société qui sera cédée en SAS si elle est en SARL pour faire des économies sur les droits d'enregistrement. Donc il y a beaucoup de choses à anticiper et par exemple sur un deal, ça peut être aussi la négociation de la garantie d'actifs et de passifs. Si on voit qu'il y a... alors là, ça dépend si je suis le conseil du cédant ou du cessionnaire. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Exactement. Mais parfois, le risque de redressement fiscal peut être assez important. Et si on n'a pas négocié une bonne garantie d'actifs et de passifs et qu'on a été assez light sur les audits, ça peut vous rattraper l'année d'après parce qu'en fait, sur des opérations de restructuration, on va devoir enregistrer un certain nombre d'actes auprès de l'administration fiscale. Et là, ça peut être un élément qui génère un contrôle. Yes. TVA. Et du coup, si on n'a pas négocié une garantie d'actifs et de passifs, eh bien finalement, le prix d'acquisition pour l'acquéreur qui aura été négocié va être pas forcément très intéressant avec le redressement fiscal qui va suivre derrière. Ouais, ou un autre exemple, c'est un sujet qu'on a traité ensemble ces derniers jours, c'est comment on paye le prix de cession. Le sujet qu'on avait dernièrement, on ne citera évidemment pas le nom des protagonistes, mais pour donner un petit cas d'école, c'est qu'on avait une situation où des fondateurs ont créé une société ensemble avec une répartition du capital social inégalitaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait un peu plus de capital social que les autres, et les deux autres, ils avaient des montants de capital social qui étaient encore différents. Donc, on avait une répartition qui était différente. Je dis un exemple, c'est pas le cas, mais 50%, 30% et 20%. Et c'est comme ça que les fondateurs se répartissaient le capital social. Donc, le prix de cession upfront sur le premier paiement se faisait de cette manière. Exact. Et en fait, entre eux, après les fondateurs et par ailleurs l'acquéreur avaient la volonté que les compléments de prix, puisque dans une opération de M&A, il y a souvent des compléments de prix qui se débouclent dans le temps, puisque les fondateurs doivent rester opérationnels au sein de la société. Et bien en fait, ces compléments de prix, il était dealé qu'ils allaient se le répartir de manière égalitaire, c'est-à-dire différemment que le prorata détention capitale qui détenait. Et bien là, typiquement, il y a un vrai sujet fiscal à traiter, à bien présenter et à faire en sorte de limiter le risque fiscal. Parce que le risque fiscal dans cette situation, c'est que l'administration fiscale vienne considérer que la répartition qui est égalitaire et qui déroge à la répartition capitalistique qui avait été faite, en fait, c'est une rémunération du travail et non pas une rémunération du prix de cession des titres. Exactement. Et donc là, il y a un gros risque fiscal. Et donc du coup, nous, en tant que professionnels, toi en tant que fiscaliste et moi en tant que avocat de transaction, on doit trouver des solutions avec l'acquéreur, avec les cédants, pour rédiger correctement la documentation et trouver la meilleure façon pour faire en sorte que la volonté des parties puisse se mettre en œuvre. Tout à fait, exactement. C'est vrai que selon la qualification juridique du revenu, la fiscalité peut être significativement différente. Et donc, c'est vraiment un paramètre aussi à prendre en compte quand on rédige une documentation de cession et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, comme on a pu le voir par exemple sur les management packages il y a un certain nombre d'années. Enfin bon, là, on a une loi de finances pour 2025 qui clarifie les choses, mais bon, en effet, en fonction de la nature du revenu, la fiscalité peut être différente et avec des enjeux importants. Dernière question, parce qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Ça passe vite. Ouais. On est dans une situation où ton métier, c'est toujours juguler et traiter avec le risque, puisque en fait, tu donnes du conseil fiscal avec des règles qui sont parfois mouvantes et il y a parfois une façon de mordre un peu la ligne, de jouer un peu avec les règles. C'est quoi, toi, ta philosophie en tant qu'avocate fiscaliste et la façon dont tu te comportes en tant que conseil aux côtés de tes clients et ce que tu t'appliques au quotidien quand tu rédiges tes consultations? C'est quoi ta règle d'or que tu t'imposes systématiquement à toi?
C'est une très bonne question. Je te remercie de me la poser. Et donc, en réalité, moi, si je devais avoir une règle d'or, c'est toujours substance over form. Ça veut dire que, en gros, le driver d'un investissement enfin, ça doit jamais être le fiscal. Nous, on est là pour trouver le bon schéma fiscal qui permet à nos clients d'aboutir à leurs objectifs. Donc, ça veut dire que, typiquement, pour reprendre encore un cas et comprendre un peu ce que j'essaye d'illustrer, dans mon propos, c'est que voilà, créer une société ou créer des montages artificiels, alors ça, c'est pas la peine. Et puis parfois, on essaye, parce qu'on veut aboutir à telle finalité fiscale, de mettre un peu de la substance. Ça, souvent, c'est alambiqué. Il faut qu'il y ait vraiment une réalité économique. Il faut qu'il y ait une vraie réalité économique aux opérations, à une situation qui est donnée ou une réalité patrimoniale. Et derrière, on va mettre en place le dispositif fiscal qui va bien parce que voilà, la fiscalité, comme tu le disais, ça s'anticipe. Et puis, c'est un élément qui doit permettre à un chef d'entreprise ou un client en général de sécuriser ses opérations, de dormir sur ses deux oreilles, ça n'a pas de prix, et de pouvoir se concentrer sur son business, créer de la valeur. Et donc, moi, en tant qu'avocate fiscaliste et au cabinet, on s'attache vraiment à pas délivrer juste un conseil fiscal et faire des économies d'impôts. Non, on veut avoir vraiment une vraie proposition de valeur et que la fiscalité, finalement, ne soit pas subie, elle soit anticipée. Bien sûr, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais en tout cas, on a beaucoup de dispositifs fiscaux en France qui sont tout à fait intéressants pour les chefs d'entreprise. Il ne faut pas forcément penser que la fiscalité en France, elle est confiscatoire, même si les prélèvements sociaux sont très importants et qu'on est les champions du monde en la matière. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais toujours voilà, en réfléchissant à ce qui est toujours un rationnel économique et patrimonial derrière tout cela. Génial. Nadine, merci beaucoup pour tout ce partage. Merci à toi pour l'invitation. Nous avoir présenté ton parcours et puis avoir développé ces différentes options pour les personnes qui nous écoutent. Je pense que ça sera super intéressant. C'est parfois un peu technique. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les poser, de prendre attache avec nous et notamment avec toi, Nadine, pour aller plus loin sur ces questions si vous avez des projets. En tout cas, un grand merci. J'étais super content merci à toi pour de retranscrire un peu ce qu'on fait au quotidien. Vous l'aurez compris, c'est pas que facile et c'est souvent au cas par cas, mais c'est passionnant et je sais que tu le fais avec sérieux, intérêt et passion. Et donc du coup, un grand merci aussi, en plus de ce podcast, de m'épauler avec mes équipes sur les dossiers sur lesquels on travaille et d'accompagner si bien les entrepreneurs qu'on accompagne ensemble. Voilà. On est ravis également de travailler aussi au cabinet ensemble sur des sujets très complexes et qui, en effet, nécessitent d'avoir des experts très pointus et qui délivrent un conseil vraiment pertinent et indépendant. C'est aussi, je pense, qui fait aussi la force du conseil qu'on délivre. C'est finalement cette expertise qu'on a chacun dans nos matières et qui nous permettent d'accompagner au mieux les clients. Merci à toi. Salut. À bientôt. Ciao.